Bonjour à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons ce matin dans le cadre de ce programme. Que vous soyez du côté de Bamako, de Lomé, à Kinshasa ou encore à Bangui ou Douala, sachez que votre fidélité à nos programmes, notamment celui-ci, nous honore. Alors, la matinale de ce matin nous conduira pour ce qui est des moments des échanges du côté du Cameroun et de la RCA. Mais on rappelle que nos rubriques restent les mêmes, à savoir la revue de presse, la page culturelle, le bulletin d'information et les échanges. Les thématiques seront axées sur l'actualité du côté de la République centrafricaine. Pour rappel, ce pays, il y a de cela 64 ans, devenait donc la République centrafricaine, auparavant ex-Ubangui Chari. Alors, on s'intéresse au contexte dans lequel ce 64e anniversaire de la proclamation de la République est célébré du côté de la RCA. On rappelle qu'il s'agit d'un contexte sociopolitique et sécuritaire assez tendu compte tenu des derniers événements. Du côté du Cameroun, on parle de l'inculpation du côté des États-Unis de 3 Américains d'origine camerounaise. En effet, ils sont accusés d'avoir contribué au financement des groupes séparatistes présents dans les 2 régions anglophones du Cameroun, des régions en crise. Alors les États-Unis, en agissant ainsi, répondent favorablement à l'appel du président Paul Biya qui, dans son discours du 10 septembre 2016, avait appelé les nations qui abritent ces personnes qui financent la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest d'agir pour les intérêts du Cameroun en les livrant, en arrêtant de les protéger. Alors, on s'intéresse donc à cette actualité avec l'expertise de Albert Anatola ici, qui est journaliste mais également analyste politique, qui sera des nôtres dans quelques instants. Avant donc de donner la place ou encore la parole à notre confrère Guinée, qui sera là dans quelques instants pour nous parler des informations relatives à la presse écrite et en ligne. Permettez-nous, avec le concours de la réalisation, de vous préparer ce bulletin qui est une réalisation de la rédaction de Foyou Média Africa. C'est connu de tous. Les relations sont très tendues entre la France et le Mali depuis mai 2021, suite au déboutement du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. Les accords signés avec la Russie jusqu'ici n'ont fait qu'empirer les choses entre les 2 pays. Comme exemple, en dernière date, l'affaire des Français qui ont été arrêtés en début de semaine par les forces de sécurité maliennes dans le cadre d'une opération. Laquelle opération a été réalisée pour libérer des otages et appréhender des membres d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants qui les détenaient à Missabougou, dans l'est de la capitale. Cette intervention a permis la libération de 10 otages, dont 3 femmes et 3 enfants, 4 criminels, dont un franco-sénégalais, 2 Français et un franco-malien, ont pour leur part été arrêtés, selon donc un communiqué du gouvernement malien daté du 28 novembre. Bamako affirme que les otages étaient détenus depuis le 18 novembre et que le groupe réclamait 900 millions de francs CFA, soit 1,37 million d'euros, ou à défaut des informations permettant de localiser un stock de cocaïne récemment saisi par les douanes maliennes. Si pour le Mali, ces Français sont des criminels, la France, quant à elle, reconnaît tout de même l'arrestation de ses compatriotes. Cette nouvelle affaire ne devrait pas améliorer les relations entre les 2 pays. Le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, a pu commettre des violations et des fautes, a conclu mercredi dans un rapport une commission parlementaire chargée de pencher sur l'affaire de cambriolage qui gêne à présent le président en amont d'une échéance électorale cruciale pour son avenir politique. Ainsi donc, au lendemain de la publication du rapport qui a manifestement étourdi le camp Ramaphosa, le Comité national exécutif, en abrégé NEC, à la tête du parti, a annoncé une réunion en urgence. En croire un haut responsable du comité,
La discussion portera sans surprise sur le scandale. Car notons que jusqu'ici, la procédure de vote interne semblait encore suivre paisiblement son cours. À cet effet donc, le président est désormais suspendu à la décision du Parlement qui se réunit en séance extraordinaire mardi pour donc examiner les recommandations du rapport qu'il n'est pas tenu de suivre, mais qui cependant pourrait le mener à entamer un processus en vue d'un vote pour destituer le chef de l'État. Cette procédure, si elle était enclenchée, n'aurait toutefois que peu de chances d'aboutir, car rappelons que l'ANC de Cyril Ramaphosa, détenant au Parlement une confortable majorité. Notons également qu'après publication de ce document, la présidence a immédiatement appelé à une lecture attentive et une considération appropriée du document dans l'intérêt de la stabilité du gouvernement et du pays. Elle a donc promis des annonces en temps voulu, mais semble cependant vouloir faire profil bas, du moins pour le moment. Rappelons qu'un point de presse qui devait se tenir ce jeudi afin d'aborder des questions d'actualité intéressant le public et les médias a été annulé. Une séance de questions au président de la Chambre haute de l'Assemblée a été prestement repoussée. Ces derniers mois, les séances au Parlement ont été houleuses pour Cyril Ramaphosa, attaqué avec ardeur sur les soupçons de malversation. Chose promise, chose due. Il avait fait du fond des débrouillards la mesure phare de sa campagne. Désormais aux affaires, c'est donc en toute logique que William Ruto met en application sa promesse de campagne, celle censée permettre l'accès des plus pauvres au crédit et relancer par le bas l'économie du Kenya. Le fonds des débrouillards, doté d'un montant global de 50 milliards de shillings, s'étale sur une durée de 5 ans et comprend 3 volets. Le microcrédit disponible d'ici fin janvier 2023, les prêts aux petites et moyennes entreprises d'ici fin mars 2023 et les prêts aux start-up pour la fin du mois de mai 2023. Un programme par lequel le gouvernement kenyan s'engage à créer pour des millions de personnes au bas de la pyramide économique des opportunités de progresser et de réaliser leurs aspirations. Pour ce premier volet lancé par le président William Ruto, des prêts personnels sont octroyés à un taux de 8% pouvant aller jusqu'à 50 000 shillings, accessibles à tout Kenyan disposant d'une application de transfert d'argent par téléphone. Les bénéficiaires sont par ailleurs contraints d'ouvrir des comptes d'épargne à hauteur de 5% du montant du prêt souscrit, étant automatiquement versé dans un plan d'épargne personnelle. Engagé pour la cause des ouvriers agricoles et des travailleurs migrants, le député italien d'origine ivoirienne, Aboubakar Soumaoro, se retrouve dans une affaire de détournement de fonds et de fraude en lien avec des migrants suite au mauvais traitement envers des migrants au sein des coopératives Caribou et Consortio Aide, conduit par son épouse Liliane Morakatete et sa belle-mère Thérèse Mokamsindo. Admettant avoir agi avec légèreté, Aboubakar Soumaoro a quitté le groupe parlementaire de l'Alliance Vert-Gauche. Il jure n'avoir eu connaissance des salaires impayés aux employés de ces coopératives. Les médias italiens font état de conditions de vie précaires dans les locaux délabrés, sans eau ni électricité et du manque de nourriture que subissent les employés. La belle-mère du député a été condamnée à verser 2 ans de salaire non payé à une employée de l'une de ces coopératives agricoles pour migrants. Né en Côte d'Ivoire, Aboubakar Soumaoro est arrivé en Italie à la fin des années 1990. Depuis fin septembre 2022, il est le seul député noir du Parlement italien. Lors de sa première session, il avait marqué les esprits en se présentant en botte boueuse afin de dénoncer la situation des travailleurs exploités par les chefs de gang depuis plus de 10 ans. Rappelons que l'Italie adopte une politique sévère en matière d'immigrants. Aboubakar Soumaoro, âgé de 42 ans, s'affichait comme le symbole d'un contre-pouvoir. Organisée chaque 1er du mois de décembre, la journée mondiale du sida est une journée qui permet de sensibiliser et même d'édifier le public sur la maladie et d'apporter un réconfort aux personnes atteintes du VIH-Sida. Dans le monde, les inégalités qui perpétuent cette pandémie ne sont pas une fatalité, mais plutôt un moment pour les victimes de cette maladie de s'adapter à un nouveau mode de vie. Le sida, c'est une maladie qui est totalement accessible maintenant
par rapport au traitement antirétroviraux. Et en même temps, c'est une infection sexuellement transmissible qui a trouvé sa place dans le vaste champ de l'infectiologie. On peut le traiter, on peut le prévenir et on le connaît. Aujourd'hui, il est plutôt difficile pour l'opinion publique de prendre encore en considération la présence de cette maladie, car pour ce dernier, le sida reste une pandémie purement illusoire. D'autres évoquent plutôt la théorie ancestrale. La population se dit que c'est une infection virale parmi d'autres. C'est une infection qui, dans le meilleur des cas, pourrait être prise en charge et contrôlée durant de longues années. Dont la mort, en d'autres termes, a beaucoup reculé par rapport à avant. Quand quelqu'un est infecté, il peut se faire soigner tranquillement. Ainsi va-t-il, le VIH-Sida reste et demeure une maladie comme toutes les autres, une maladie avec laquelle l'on peut vivre aisément, pallier à ses activités du quotidien, bien évidemment en respectant le traitement, mais également en prenant ses antirétroviraux. Merci à l'équipe rédactionnelle de For You Media Africa pour cette tranche d'informations. Alors avant donc de passer la parole en Guinée sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, sachez que vous suivez votre matinale informative et la thématique qui nous intéresse ce matin dans l'une des rubriques très intéressantes de ce programme, à savoir le moment des échanges, est la Centrafrique. Ce pays dirigé aujourd'hui par le professeur Faustin Archange Touadéra a célébré hier, 1er décembre 2022, le 64e anniversaire de sa fête nationale, une fête nationale relative à la proclamation le 1er décembre 1958 de la République. L'ex-Lubangui Chari devenait en ce jour la République centrafricaine, une œuvre qui est attribuée au père fondateur Barthélemy Boganda, qui avait donc permis à ce pays, à l'issue d'une lutte acharnée, de finalement avoir des institutions, une hymne national et une devise. Alors, dans une adresse de mardi, le président Faustin Archange Touadéra, conscient du contexte dans lequel cet anniversaire est célébré, a tenu un discours dans lequel il a appelé ses compatriotes à placer les intérêts fondamentaux du peuple centrafricain avant tout. Touadéra, en effet, rêve toujours de la concrétisation du rêve de l'unité nationale. Quelle analyse peut-on faire de la célébration de cet événement du côté de la RCA? Telle est la question qui nous préoccupe ce matin. Une autre également sera mise sur la table. Elle concerne cette nouvelle qui nous vient du côté des États-Unis, où 3 Américains d'origine camerounaise ont été inculpés par la justice américaine. Ils sont accusés d'avoir contribué au financement des groupes séparatistes sécessionnistes présents dans les 2 régions anglophones en crise du Cameroun. Les États-Unis, en agissant ainsi, répondent favorablement à l'appel du président Paul Biya, qui le 10 septembre 2016 avait appelé les pays qui abritent les extrémistes, s'ils se soucient réellement de la situation des populations du nord-ouest et du sud-ouest, d'agir contre ces personnes qu'il avait qualifiées de criminels, soulignant que la plupart d'entre eux n'ont plus du tout la nationalité camerounaise, mais passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats, et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants de se rendre à l'école. Quelle lecture peut-on faire de cet acte des États-Unis? Voilà une autre question autour de laquelle nous essaierons d'apporter des éléments de réponse avec l'expertise de Albert Anatole Haïssi, qui nous a rejoint sur ce plateau et que nous allons d'ailleurs accueillir juste après cette revue de presse qui nous est présentée ce matin par Nguéni. Bonjour à vous, Assam Zili, bonjour à vos invités, à nos nombreux internautes, téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui le suivent en relais sur la 96.3 FM, à travers bien sûr les artères de la cité économique du Cameroun, Douala. La revue de presse de ce vendredi 2 décembre, on démarre du côté du Burkina Faso avec cette information relayée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a donc confirmé une nouvelle tentative de coup d'État. L'information est également relayée ce matin par le site d'information Wakatsira, qui revient bien sûr en une ce matin. Burkina Faso, un nouveau coup d'État
avorté. Voilà donc la une ce matin donc du site d'information Ouakatira. Le Burkina Faso est passé pas loin d'un autre coup d'État le week-end dernier. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a confirmé le jeudi 1er décembre 2022 à l'occasion d'une rencontre tenue avec les organisations de la société civile et les leaders coutumiers religieux, selon bien sûr nos confrères ce matin. Les détails d'ailleurs de cette nouvelle tentative manquée ou encore avortée à retrouver ce matin dans le site d'information Ouakatira. Ouakatira qui nous parle également de sport, de football. Coupe du Monde 2022, 8e de finale Qatar 2022, 2+2 pour l'Afrique, point d'interrogation. Selon nos confrères ce matin, 2 Lions en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et la maison n'est pas encore finie pour l'Afrique, qui peut encore compter sur les Black Stars du Ghana, à la suite bien sûr des Lions de la Teranga et des Lions de l'Atlas du Maroc. André Ayou, Mohamed Koudous, Mohamed Salissou et leurs camarades essaieront de faire briller de tous ces éclats l'étoile noire pour valider le 3e ticket africain pour le 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. À côté des Black Stars du Ghana, les Lions indomptables du Cameroun, eux également qui seront engagés ce soir face au Brésil avec bien sûr en primeur un ticket pour le 8e de finale. 2 places encore du côté donc du continent africain après bien sûr l'élimination de la Tunisie. Du côté du Mali ce matin, le site d'information Maliweb nous parle de l'information selon laquelle l'Allemagne va débloquer une enveloppe de 2000 milliards de francs CFA en 2023 pour assister les couches les plus vulnérables de la population malienne. Cette information est donc un lapsus. Non, l'Allemagne ne prévoit pas de débloquer 2000 milliards de francs CFA pour le Mali durant bien sûr l'année 2023. Toujours du côté du Mali, nos confrères du site d'information Maliweb ce matin nous parlent de l'exploitation minière. Le gouvernement suspend l'attribution des titres miniers sur l'ensemble du territoire. L'annonce a été faite le 28 novembre dernier. Le gouvernement malien a donc suspendu l'attribution des titres miniers sur toute l'étendue du territoire. Cette suspension qui a commencé début de cette semaine, entre dans le cadre de l'amélioration des travaux entrepris pour l'amélioration de la délivrance et du suivi des titres miniers pour mieux servir les acteurs du secteur minier, a d'ailleurs expliqué dans un communiqué le ministre des Mines, de l'Énergie, de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. On sort bien sûr du Mali avec cette information relative à la transformation du coton produit du côté du Mali. Les autorités de la transition décident d'installer 2 nouvelles unités de filature et relancer d'ailleurs la Comatex. Une information donc amplement développée ce matin par nos confrères du site d'information Maliweb. Du côté de la Guinée, Guinée News nous parle du projet de branding national qui a officiellement été lancé sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouya. Le projet de branding national lancé le mercredi 30 novembre 2022 au palais du peuple de Conakry. C'était d'ailleurs sous la présidence du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a présidé la cérémonie de lancement. Il avait à ses côtés son premier ministre, le docteur Bernard Gobo, les ministres du gouvernement et d'autres personnalités. Une information largement développée ce matin dans le site d'information Guinée News. Guinée News qui nous parle également du choix des lauréats pour le Maroc. L'enseignement technique suspend les responsables des bourses extérieures du ministère. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi a appris avec beaucoup de regrets que les critères de choix des lauréats devant bénéficier bien sûr des bourses d'études pour le Maroc sur la période 2022-2023 ont connu certaines irrégularités. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui certains responsables soient clairement suspendu selon nos confrères du site information Guinée News. Au Sénégal, un broglio à l'Assemblée nationale. Amin Diaye, violenté par le député Massata Saba. Selon nos confrères du site d'information sénégalais Le Quotidien ce matin, la députée Amin Diaye a reçu une gifle de son collègue Massata Saba en pleine séance plénière. La gifle est une réaction assez musclée de Massata Saba sur sa consoeur. Massata Saba profitait de son temps de parole pour citer l'article 54
4.8 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il invitait à une police de la séance suite aux troubles notés à l'hémicycle. Il faut le dire clairement, une situation qui a révolté la députée Amine Ndiaye. Derrière, les échauffourées sont suivies, d'où cet imbroglio total donc hier du côté du Parlement au Sénégal. Une information relayée ce matin par nos confrères du site d'information sénégalais Le Quotidien. Ce site d'information qui nous parle également ce matin de la confrontation à venir entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Suite d'un feuilleton, un véritable jeu de mots ce matin. Selon nos confrères, le mardi 6 décembre prochain, le doyen des juges va organiser la confrontation entre la demoiselle Adji Sarr et Ousmane Sonko, qu'elle a accusé de l'avoir violée à plusieurs reprises dans le cabinet de massage Suite Beauté où elle exerçait. Cette confrontation devrait, selon nos confrères ce matin, décider du sort de cette affaire qui tient en haleine tout le Sénégal. On quitte l'Afrique de l'Ouest ce matin pour l'Afrique centrale et la première destination, c'est bien sûr le Cameroun, où le mot d'ordre est bien sûr en rapport avec ce dernier match de groupe. Le Brésil pour les Lions indomptables du Cameroun. Et voici le Brésil, selon nos confrères du quotidien gouvernemental camerounais, Cameroun Tribune ce matin. Selon d'ailleurs ce dernier, pour leur troisième match dans le groupe J, les Camerounais affrontent ce vendredi soir les super favoris de cette Coupe du Monde. S'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Vincent Aboubakar et ses camarades n'ont qu'une seule chose à faire, créer l'exploit en battant la Seleção. Le rendez-vous est donc pris pour 20h, 19h GMT. Le focus de la rédaction est ouvert ce matin de la page 25 à la page 29. Même son de cloche ce matin, bien sûr, pour le quotidien Émergence qui titre Qatar 2022, jour de vérité pour les Lions indomptables face au Brésil. Il n'y a pas de calcul, il faut aller à fond pour rêver d'un exploit, mais surtout d'une qualification pour les huitièmes de finale. Une étape d'ailleurs de la compétition que les Lions indomptables du Cameroun n'ont plus atteint depuis l'édition 1990. Un exploit est donc permis, selon nos confrères du quotidien Émergence ce matin. Mutation de son côté préfère revenir sur la glorieuse incertitude qui entoure les Lions indomptables du Cameroun à quelques heures de ce match capital face à la Seleção. Face au Brésil, les Lions indomptables du Cameroun n'ont d'autre choix que de gagner et espérer une qualification au second tour. Glorieuse incertitude, titre d'ailleurs ce matin le quotidien Mutation. La nouvelle expression de son côté nous parle de Qatar 2022, Lions indomptables. De grosses incertitudes également enregistrées de ce côté avec le concours de la réalisation. Nous aurons bien sûr l'évolution de ces unes-là. Nous sommes bien sûr en train de parler de la nouvelle expression qui titre sur ces incertitudes autour bien sûr de cette rencontre entre le Cameroun et le Brésil. Du côté de la République démocratique du Congo ce matin, on parle de toute autre chose que le conflit rwandais-congolais avec bien sûr le ministre des Ressources hydrauliques qui est attendu au Sénat. L'information est relayée ce matin par le site d'information Radio Okapi. Le Sénat a approuvé hier jeudi 1er décembre 2022 l'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwenze. L'auteur de cette initiative parlementaire, Denis Kambayi, reproche au ministre la non-reprise des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Kantende. Une information amplement développée ce matin dans le site d'information Radio Okapi. Radio Okapi qui nous parle également des députés du Grand Katanga qui soupçonnent la CENI de préparer la fraude électorale. Le rassemblement des députés katangais a donc du moins, a soupçonné hier, jeudi 1er décembre 2022, la CENI de préparer la fraude électorale pour l'échéance électorale de 2023. Cette structure l'a fait savoir dans une déclaration publiée, bien sûr, du côté de Kinshasa. Les députés membres de cette organisation dénoncent notamment l'augmentation du nombre de centres d'identification et enrôlement des électeurs dans l'espace Kasaï et leur diminution à Kinshasa
et dans le Grand Kivu. Une information à retrouver ce matin dans le site d'information congolais Radio Okapi. Dernier arrêt d'ailleurs dans cette revue de presse du côté du Tchad. On parle du Burkina Faso ce matin avec nos confrères du site d'information Aluida Info. Un coup d'état déjoué selon les autorités. Le capitaine Ibrahim Traoré a révélé que les auteurs sont connus et a affirmé préconiser le dialogue selon le président de la transition qui s'est exprimé lors d'une rencontre avec les organisations de la société civile et les leaders religieux à Ouagadougou. Des volets de l'armée ont d'ailleurs tenté de le renverser pour s'emparer du pouvoir. L'information ce matin est également relayée par le site d'information Aluida Info. Aluida Info ce matin qui nous parle également d'un groupe de sages de l'Union africaine qui sera donc bientôt déployé du côté du Tchad. Et il faut donc clairement le dire de ce côté, l'Union africaine va donc bientôt envoyer, ou du moins son conseil de sages du côté du Tchad, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lors de sa 21e réunion tenue le 11 novembre dernier, a examiné le rapport du président de la commission sur la situation du Tchad. Le conseil a pris note de la communication de l'ambassadeur Emilia Dinaloa Mukwenda, représentante permanente de la Namibie et représentante du CPS pour le mois de novembre, et de la présentation par Moussa Faki Mahamad, président de la commission de l'Union africaine, de son rapport sur la situation du Tchad, d'où ce groupe de sages qui sera donc visiblement bientôt déployé du côté du Tchad. Voilà ce que nous avons prévu pour la revue de presse de ce 2 décembre 2022. Merci à Bungene pour ces dernières livraisons de la semaine de la revue de presse. Alors, place à présent à nos échanges. Et comme nous le rappelions dès l'entame de ce programme, nous parlerons de ce qui se passe, ou encore ce qui s'est passé du côté des États-Unis, où 3 personnes de nationalité camerounaise ont été inculpées pour leur rôle dans le financement de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On parle aussi ce matin de la célébration du 64e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, ex-Ubangui Chari. En effet, la République centrafricaine a accédé à l'indépendance le 13 août 1960, mais du côté de Bangui, l'on a plutôt préféré choisir la date du 1er décembre 1958 pour marquer la fête nationale. Alors, les échanges de ce matin se feront avec l'expertise d'Albert Anatole Haïssi, qui est déjà des nôtres sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Michel, je dis bonjour à vos équipes techniques qui sont en back-office, qui font un travail, comme nous le savons, remarquable, pour que nous ayons de la visibilité, pour que vos téléspectateurs, vos auditeurs, c'est les autres qui suivent cette émission dans les diverses plateformes, puissent évidemment le faire de manière très confortable. Et je salue les millions de téléspectatrices et de téléspectateurs qui nous suivent à travers l'Afrique. Je salue les Afro-descendants qui désormais nous suivent sur le combat des panafricanistes que nous sommes. Je salue les Afro-américains qui sont très mobilisés, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, qui sont très mobilisés du côté des États-Unis. Ça, c'est important de le souligner. Je les salue, je salue tout le monde humanisé, comme j'ai l'envie de le dire, ce monde-là qui aspire à la liberté, la véritable liberté, pas celle qui est dévoyée par les mondialistes. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est nous qui vous remercions pour votre fidélité à ce programme de Foyou Matin. Alors, on revient sur la thématique qui nous intéresse ce matin. D'abord, du côté de la Centrafrique, le pays était en fête hier. Et la raison est évoquée à travers cet élément que nous proposons de suivre avec le concours de la réalisation. Et à 64 ans, l'ex-Ubangui Chari changeait de nom pour devenir la République centrafricaine. Ce 1er décembre 2022, le pays dirigé par le professeur Faustin Archange Touadéra commémore cet événement historique. Dans les 4 coins du pays sont prévues des festivités, dont des séances de défilé. La fête nationale est également le moment pour l'équipe dirigeante conduite par le professeur Touadéra de véhiculer des messages relatifs à la paix et à la sécurité. Dans son adresse de mardi à la nation, le président centrafricain a déploré le fait que ses compatriotes au cours de ses 63 ans
mais réussit à placer les intérêts fondamentaux du peuple centrafricain au-dessus de tout. Le quotidien du pays, a-t-il souligné, a été caractérisé par les coups d'État, les rébellions, les mutineries, une triste marque de fabrique de la RCA. Le président Touadéra, dans son message, a également dénoncé des mots tels que la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements de deniers publics, l'impunité, ainsi que la division, le tribalisme et l'égoïsme qui ont fini par faire de la Centrafrique le taureau des prédateurs et mercenaires utilisés par des conspirateurs et assoiffés de pouvoir, déterminés à s'opposer à l'exercice du droit du peuple à l'autodétermination. Le chef de l'État centrafricain regrette que l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale n'ait pas été respecté par certains groupes armés pourtant signataires du dit accord. Il a promis au peuple que tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis le début de la crise en 2013 ne resteront pas impunis. Le professeur Faustin Archange Touadéra n'a pas oublié les menaces de déstabilisation dont est victime son pays, l'occasion pour lui d'inviter de nouveau l'opposition démocratique à réintégrer le comité d'organisation du dialogue républicain. Bien que la RCA soit devenue indépendante le 13 août 1960, c'est la date du 1er décembre 1958 qui porte cette symbolique, car c'est en ce jour que le père fondateur Barthélemy Boganda, à l'issue d'une longue lutte, proclamait la création de la République centrafricaine, mettant en place les institutions et dotant le pays d'un hymne et d'une devise. Voilà donc, vous avez suivi avec nous cet élément, Albert Anatola, ici, avant d'entrer dans le fond même de cette thématique, à savoir le contexte sociopolitique et sécuritaire dans lequel cette date historique est célébrée en RCA. J'aimerais qu'on revienne sur ce point de l'histoire pour mettre nos téléspectateurs dans le bain, notamment ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qui est célébré du côté de la RCA. On a deux dates, à savoir celle du 13 août 1960, qui marque normalement l'indépendance de ce pays, et la date du 1er décembre 1958, qui est la date de la proclamation de la République par Barthélemy Boganda, qui est considéré jusqu'à ce jour comme le père fondateur de la RCA. Alors, comment comprendre, voilà, que c'est la date du 1er décembre qui a été privilégiée, à l'instar de celle de 1960 qui marque l'indépendance? Écoutez, nous avons le même problème du côté du Cameroun, où vous avez l'histoire de la liberté, l'histoire du nationalisme camerounais, l'histoire de l'indépendance, l'histoire politique d'une manière générale a été dévoyée. C'est la même situation du côté de la Centrafrique, où vous avez une histoire qui a été dévoyée et à dessein. À savoir que vous avez d'un côté les nationalistes qui avaient justement, qui luttaient pour l'indépendance du côté de la République centrafricaine, qui ont pour la plupart été éliminés tout simplement, et en lieu et place de ceux qui voulaient justement cette indépendance sans aucune condition, on a mis en leur lieu et place des gens qui étaient contre l'indépendance de la Centrafrique. Vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre introduction, à savoir que c'est le 1er décembre 1958 que Barthélemy Boganda proclame la République centrafricaine, anciennement appelée Obangi Chari. Donc, je pense que c'est un tournant politique pour ce pays-là qui a subi deux colonisations. Il y a eu la colonisation belge, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, la République centrafricaine a subi plusieurs deux colonisations, la colonisation belge et ensuite la colonisation française. Et ces deux colonisations ont été très violentes, où il y a eu des crimes humains. Vous avez des personnes qui étaient des populations de jeunes pour la plupart, qu'on envoyait au champ, très souvent des gamins, entre 6, quelquefois entre de 5 à 12 ans, qu'on envoyait dans les champs récolter du coton. Et quand ils n'arrivaient pas justement à respecter le quota exigé par le colon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit on les castrait, soit on les tue tout simplement, c'est-à-dire on les laissait affamer, on les laissait mourir affamés. C'est la même situation qui a été perpétrée par la colonisation française, qui était également très horrible, très dure à l'égard des Centrafricains. À l'égard justement des Centrafricains. Maintenant, vous avez donc la proclamation de l'indépendance, c'est-à-dire quand
Paris arrive dans le contexte de la signature des accords de coopération qui ont contribué à confisquer notre véritable indépendance. Je parle d'indépendance à la fois politique, économique, culturelle et financière, tout ce que vous voulez. Eh bien, le 13 août 1960 est donc proclamé la fameuse indépendance que tout le monde célèbre quelquefois dans les pays. Mais qu'est-ce qu'on célèbre? Quelle indépendance célèbre-t-on? Je pense que là, ce jour-là, ça devait, de mon point de vue, être une journée de protestation générale. Parce que aujourd'hui, quel pays africain de l'espace francophone est souverain, élu, indépendant? Aucun. Hier, lors de notre émission d'hier, je vous rappelais, Michel, que nous avons un pays ne peut pas prétendre être indépendant lorsque ces piliers de souveraineté sont entre les mains d'un État tiers. Et je vais vous convoquer les 3 piliers de la souveraineté d'un État qui sont entre les mains de Paris. Je voudrais d'abord convoquer le premier pilier qui est, on ne peut plus, essentiel, le pilier monétaire. Nous utilisons le franc CFA, c'est-à-dire le franc de colonie française d'Afrique, qui est géré par Paris et qui n'est pas reconnu par la Banque de France comme étant une devise. Nous connaissons les dividendes que cela génère pour la France. Ça crée des emplois, non seulement ça crée des emplois, ça génère également plus de 400 milliards de francs CFA par an, cette affaire-là. Ça, c'est donc le premier pilier de la souveraineté d'un État qui est entre les mains d'un État tiers qui s'appelle la France. Le second pilier de la souveraineté de nos États, qui disent indépendants, c'est le pilier de la diplomatie. Je vous disais également hier, dans une autre thématique, que la France est le porte-parole, le porte-plume du continent africain au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une aberration. C'est-à-dire qu'un pays qui a à peine 63 millions d'habitants est le porte-parole, le porte-plume d'un continent de plus de 2,3 milliard d'habitants. Il y a un gros problème. Donc, je crois que là, ces choses ce sont les paradigmes qu'il faut absolument changer. Le troisième pilier de notre souveraineté, qui est entre les mains, justement, d'un État tiers, c'est-à-dire la France, vous avez la défense. La plupart des États ont signé des accords de défense avec la France. Et c'est ça qui crée la situation instable du point de la situation sécuritaire que la plupart de nos pays, justement, sont à laquelle nos États sont confondus. C'est-à-dire les conflits armés qui sont planifiés, financiers et entretenus de l'extérieur, au travers des groupes, des sociétés de mercenaires, n'est-ce pas, françaises, ça il faut le dire. Hier, je vous indiquais que après les États-Unis, la France est le deuxième pays au monde qui compte le plus grand nombre de sociétés militaires privées en Afrique, en Asie et certainement en Amérique du Sud. Donc c'est important de le préciser. Donc je pense qu'aujourd'hui, maintenant le quatrième pilier de notre souveraineté qui se trouve toujours entre les mains de Paris, c'est la souveraineté politique. Donc la preuve c'est que c'est Paris qui choisit qui doit être dirigeant dans nos espaces, dans nos enclos coloniaux. Et c'est Paris qui doit pouvoir justement valider une élection. La preuve c'est que lorsqu'ils sont élus président, il faut qu'ils aillent rendre visite à Macron, avant lui à Sarkozy et les autres, ou bien à Obama, avant celui qui est là, Biden. Donc je pense que voilà les éléments. Lorsque vous avez donc ce décor que je viens de planter en ce qui concerne les questions de souveraineté, vous ne pouvez pas me dire qu'on peut dépenser le budget de l'État, c'est de l'argent du contribuable camerounais, l'Africain d'une manière générale. Et hier, l'argent ne peut pas dépenser l'argent du contribuable centrafricain pour célébrer, je ne sais pas quoi. Je crois qu'il faut d'abord, il est important déjà de revenir sur les fondamentaux de ce que c'est qu'un État indépendant. Voilà. Alors, on reste toujours dans le cadre de cette célébration avec vous, Ben Anatola, ici. On va s'intéresser de près à ce discours, cette adresse à la nation du président Faustin Archange Touadéra, cité au soir de mardi. Alors, il y a deux mots fondamentaux qui sont revenus dans son discours, paix et sécurité. Et on sait aujourd'hui que les deux grands défis auxquels ce pays est confronté tournent effectivement autour de la paix que ce pays a perdu depuis 2013, date du coup d'État qui avait inversé le président François Bozizé, et aussi cette question sécuritaire avec notamment ces derniers événements. Alors cela n'est donc pas un hasard si ce discours du président Touadéra s'est axé sur ces deux valeurs fondamentales.
Moi, je voudrais vous dire que les questions de sécurité ne datent pas de 2013. Je voudrais vous renvoyer dans le contexte de la création. Mais on doit quand même, une chose est sûre, les grands défis auxquels sont confrontés aujourd'hui la RCA tournent autour de la paix et la sécurité. Je voudrais vous dire que ces deux problématiques ne datent pas d'hier. Ça date depuis même les fondations de l'État centrafricain, si vous voulez. C'est pour ça que tantôt je vous disais que je voudrais vous ramener dans le contexte de la création ou bien de la création de l'État centrafricain. Vous avez, avant Barthélemy Bonganda, il y a eu David, je crois que c'était David Dacko, je crois bien, qui a été le cousin de Bokassa, qui est devenu empereur par la suite. Comment est-ce que David Dacko arrive aux affaires? Par un coup d'État. Par un coup d'État, et c'est Paris qui organise le coup d'État. Pour mettre qui? Pour mettre Barthélemy Bonganda, qui a justement engagé une véritable refondation de l'État centrafricain. Je crois en 1900, si mes souvenirs sont exacts, en 1959, il meurt dans un crash d'avion. Et il est remplacé par qui? Par Bokassa, qui pour certains est présenté comme étant le père, n'est-ce pas, de la nation centrafricaine. Mais ça dépend sous quel angle on regarde l'histoire justement de Bokassa en tant qu'homme politique, en tant que président justement de la Centrafrique. Donc je pense qu'il y en a qui trouvent que c'est lui le père de la nation, comme on dirait dans le contexte camerounais, mais d'autres estiment que c'était un dictateur, un tyran, qui était un ancien légionnaire. Il faut quand même dire que Bokassa, beaucoup ne le savent pas, Bokassa était un légionnaire de l'armée française qui a fait la guerre en Indochine pour le compte de la France. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il est placé à la tête de la Centrafrique en guise de strapontin par Paris. Bon, après lui, Bokassa, il est remplacé par qui? Il est remplacé par Paris, au profit de qui? Donc, je pense que la Centrafrique a une tradition de coup d'État. Donc, ça ne date pas de 2013. Et en plus, vous avez donc, dans cet espace, dans ce territoire centrafricain, des intérêts de plusieurs puissances étrangères, au rang desquelles, d'abord Paris, la Belgique, vous avez carrément Valéry Giscard d'Estaing qui a carrément tout un territoire en propriété de ce côté-là. Donc, je crois qu'il y a un gros problème. Donc, quand nous entrons dans ce contexte que j'ai convoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le contexte des instabilités, dû au fait que il y a trop de dynamiques contradictoires, tant au niveau du point de vue sociologique qu'anthropologique du côté de la Centrafrique, et qui sont également alimentées par des influences extérieures, ça pose un problème. Vous avez quelquefois des dirigeants qui sont corrompus, vous avez une société civile corrompue, par Paris, instrumentalisée bien évidemment, vous avez des acteurs politiques qui sont également corrompus, vous avez le taux de scolarisation qui est l'un des plus bas en Afrique centrale, donc d'analphabétisation très très élevé, il y a un problème. Alors, donc ça ouvre dans les portes. Oui, Anatole, ici, puisqu'on s'intéresse effectivement à ce discours, j'aimerais qu'on revienne sur cette information véhiculée par le président Faustin Archange Touadéra, qui semble épouser vos dires. Il a dit, voilà, je cite, que son pays a été caractérisé par des coups d'État, des rébellions, des mutineries durant ces 63 années, et que tout cela est devenu malheureusement la marque de fabrique de la RCA. Non, ce n'est pas une marque de fabrique de la RCA. Je pense qu'il faut restituer chaque chose dans son contexte. Je vous ai tout à l'heure présenté le contexte dans lequel est créé l'État centrafricain.
L'État centrafricain est créé dans un contexte d'ingérence d'une puissance étrangère, d'un pays étranger, si vous voulez, la France. Je vous ai présenté le personnage, l'un des personnages clés de l'histoire de la Centrafrique, Jean-Bédel Bokassa, qui était un ancien légionnaire français. Et il était de tradition à cette époque que la France ne met à la tête des États africains les gens qui lui sont inféodés. Cette tradition n'a pas changé. Effectivement, pour que ces personnes soient mises à la tête de la Centrafrique pour œuvrer pour les intérêts de la France, est-ce qu'on ne peut pas parler effectivement de complicité, puisque c'était des Centrafricains? Et lorsque le président Faustin Archange Touadéra affirme que les Centrafricains n'ont pas placé les intérêts fondamentaux de l'État en primeur, est-ce qu'effectivement ce n'est pas une manière de dénoncer ceux-là qui se sont vendus à l'ennemi pour œuvrer contre les intérêts de la Centrafrique? La plupart des élites africaines étaient formées où? En 1960, une grande partie de l'élite africaine était allée faire des études en France. Si c'est des militaires, ils allaient faire leur formation à Saint-Cyr. Donc désormais, c'était devenu comme une sorte de confrérie à la fois militaire ou intellectuelle, qui faisait allégeance à Paris et que Paris instrumentalisait. Ça, c'est important de nous dire, parce que ça veut dire que c'était une sorte de reproduction des élites que Paris entretenait n'est-ce pas, dans ses ex-colonies. Et du coup, lorsqu'il y avait matière à redire, que ce soit du point de vue militaire, que ce soit du point de vue politique, c'est Paris qui avait son mot à dire. Donc, d'où la récurrence dans les coups d'État. Pourquoi? Parce que la plupart des officiers étaient formés à Saint-Cyr en France. La plupart des intellectuels étaient formés où? Pas aux États-Unis, pas en Allemagne, pas en Chine ou bien en Russie. C'est la plupart des intellectuels à Centrafricains, comme à cette époque, étaient formés en France. Donc il y avait une sorte d'aliénation, soit consciente, soit inconsciente, bien complice, qui justement a créé cette histoire, cette instabilité. Maintenant, lorsqu'on parle, tout à l'heure j'ai convoqué la problématique de la sous-scolarisation. Vous savez, l'éducation c'est important. L'éducation, c'est un pilier très important. Et là, parmi les piliers de la souveraineté de l'État centrafricain qui se trouve entre les mains d'un État tiers, c'est surtout l'aspect culturel, l'éducation. Pourquoi l'éducation? Cette éducation se retrouve entre cette pilier-là qui est essentiel entre les mains d'un pays tiers. Où sont édités les ouvrages, les manuels scolaires qui sont utilisés en Centrafrique? Ces manuels scolaires sont édités en France par une maison d'édition qui bénéficie de plus de 90% des contrats dans ce sens. Je parle de l'édition L'Harmattan. C'est l'édition L'Harmattan qui édite la plupart des manuels scolaires qui sont utilisés dans beaucoup de pays africains, notamment dans l'espace francophone. Bon, là, pour revenir à votre question. Les questions d'instabilité, de coup d'État, de conflit armé, ça ne date pas d'aujourd'hui. En Centrafrique. En Centrafrique. Ça ne date pas. Je vous ai dit, ça a commencé dès les fondements, n'est-ce pas, de l'État centrafricain. Avec des coups d'État qui étaient planifiés, qui étaient entretenus et qui étaient le fait des mercenaires utilisés par Paris à l'époque. Il y en a pour ceux qui sont un peu moins jeunes que vous, ils connaissent un certain Bob Denard qui était connu. C'était un mercenaire que Paris utilisait pour faire des coups d'État sur le continent africain. Donc, ça c'est important de le dire. Et pourquoi il fallait maintenir la Centrafrique dans l'instabilité? Pourquoi? Parce que déjà, la Centrafrique, c'est pas le Cameroun qui est assez peuplé. Donc, la Centrafrique, je ne suis pas sûr que sa population atteigne 10 millions d'habitants pour un vaste territoire. Donc, il y a donc aussi cette situation-là où vous avez des espaces, des territoires qui ne sont pas occupés par l'État central au travers les démembrements, c'est-à-dire l'habitation centrale, au travers de ces démembrements. La nature ayant horreur du vide, vous avez donc des ennemis qui occupent ces espaces qui sont abandonnés ou bien qui ne sont pas occupés. Je prends un exemple. Lorsque vous construisez une maison qui est abandonnée, qui n'est pas occupé par vos soins, par vos proches. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous y retrouverez, n'est-ce pas, les squatteurs. Vous n'allez pas empêcher aux squatteurs ou bien aux des brigands
d'aller occuper ces maisons qui est abandonnée par vos soins. Donc, c'est la même situation du côté de la Guinée, du côté de la Centrafrique. Vous avez des espaces, c'est un vaste territoire avec une population qui n'est pas avec une démographie faible, et il y a donc finalement des pans entiers de territoires qui sont abandonnés entre les mains des bandits criminels, des groupes armés, des terroristes, disons ça comme ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec la situation, dans le contexte justement de changement de paradigme, je veux dire de redéfinition justement du modèle politique, de changement de partenaires stratégiques, avec l'arrivée du professeur Arcand Touadéra, il y a une sorte justement, il y a une sorte d'évolution à la fois du point de vue infrastructurel, du point de vue politique. Il y a quand même des choses qui se passent, il y a les lignes bougent. En dépit justement des menaces extérieures, des manipulations extérieures, des instrumentalisations extérieures, nous débattions d'une thématique portant sur l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État centrafricain par justement par un aéronef militaire fantôme. On va revenir effectivement sur cet aspect sécuritaire avec vous, Anatola. Ici, le temps pour nous de rappeler à nos fidèles téléspectateurs que leur programme For You Matin est un programme interactif. Ils sont donc libres, vous êtes libres, fidèles téléspectateurs, de nous contacter sur ce plateau via les numéros qui apparaissent sur votre écran. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes d'information en ligne, Facebook ou encore YouTube. Et pourquoi pas y laisser des commentaires, des questions à notre panel sur ce plateau. Alors, je reviens vers vous, Anatola, ici, puisque vous évoquiez l'arrivée au pouvoir du professeur Faustin Archange Touadéra qui a changé les choses, notamment sur le plan des infrastructures. J'aimerais qu'on regarde effectivement de près cette affirmation du président Touadéra qui semble parler de ses prédécesseurs lorsqu'il dit, lorsqu'il déplore le fait que ses compatriotes au cours de ces 63 ans n'aient pas réussi à placer les intérêts fondamentaux du peuple centrafricain au-dessus de tout. Est-ce que le professeur Faustin Archange Touadéra n'est pas en train d'indexer ceux qui l'ont précédé au pouvoir, ceux qui ont été avant lui, d'avoir privilégié leurs intérêts et non ceux du peuple centrafricain, d'où souvent ces complicités avec l'ancien colon? Malheureusement, il faut le dire, c'est malheureusement le vrai. C'est eux qui sont indexés selon vous Oui, c'est tout à fait eux qui sont indexés. Pas seulement ses prédécesseurs, même les acteurs politiques, c'est des acteurs politiques. Donc, je crois qu'il fait allusion. Qui continue jusqu'aujourd'hui à effectivement œuvrer pour les ennemis de la Centrafrique. Malheureusement, Anissé Deloguele, c'est un francophile assumé. Qui travaille contre les intérêts du peuple centrafricain et de la Centrafrique. François Bozizé, il travaille pour le compte de qui? Il travaille pour le compte, c'est un francophile assumé qui est protégé par Paris. Il travaille pour le compte de qui? Qui est celui-là qui est en exil du côté du Tchad. Il travaille pour les intérêts de qui? Qui a signé les gros contrats miniers aux multinationales françaises? C'est Bozizé. Donc je pense que il faut partager. Avant lui, vous avez eu partagé de regretter mémoire. Donc, je pense qu'il est important justement et maintenant que lui, en tant que réformateur, disons ça comme ça, il s'engage dans la dynamique de préservation des intérêts du peuple centrafricain et de la Centrafrique. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui trouve tous les défauts. Tous les défauts, on le trouve on trouve qu'il est anti-patriote. Je parle des amplificateurs internationaux que vous connaissez, France 24, RFI, en tout cas, je parle de l'opinion publique française et occidentale. Il se trouve que non, il n'est pas respectueux des droits de l'homme. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, M. Macron l'a prétendu. C'est-à-dire que lui, Macron, il respecte les droits de l'homme dans son pays, la France, mais que Touadéra, en tant que Centrafricain, ne respectent pas les droits de l'homme, n'est-ce pas, qui sont devenus un épouvantail lorsque vous ne suivez plus justement leur courant de pensée, leurs opinions, non, vous devenez tout de suite quelqu'un qui veut les droits de l'homme, qui sont, je dis bien, un épouvantail, donc qui sont un leurre. La preuve, c'est que ces gens qui agissent d'épouvantail des droits de l'homme, que ce soit à Paris, c'est-à-dire en France, que ce soit à Washington, aux États-Unis ou ailleurs, mais
observez leurs attitudes, leur fonctionnement. Sont-ils respectueux des droits de l'homme? Sont-ils des démocrates dans leur pratique quotidienne du tout? Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque M. Touadéra s'engage, le président Touadéra s'engage dans cette dynamique de refondation de l'État centrafricain, qu'est-ce qui se passe? Au travers de nouveaux choix stratégiques, au travers de la modernisation des institutions démocratiques de la Centrafrique, on trouve qu'il n'est pas démocrate. Il faut donc que les institutions démocratiques n'est-ce pas, la Centrafrique s'est dotée, dans l'Afrique, la Centrafrique s'est dotée il y a 63 ans, reste figée en 2022. C'est-à-dire, nous savons que les institutions sont essentiellement dynamiques et doivent être adaptées au contexte et aux réalités. Et pour régler les problèmes. Je ne suis pas certain. Tous les jours, à Paris, vous avez des projets de loi pour régler des questions, pour faire des ajustements, pour faire des réglages. Mais ce qu'on peut accepter à Paris, à Washington, ou bien en Grande-Bretagne, en Allemagne, ne peut pas être accepté en Centrafrique. Donc, effectivement, Albert Anatole, ici, puisque vous êtes en train effectivement de revenir sur tous ces magouilles qui se font avec la classe politique, on a l'impression, lorsqu'on écoute ce discours du professeur Touadéra, qui n'incrimine pas vraiment ceux-là qui ont usé ou encore qui ont utilisé ce contexte dans lequel la Centrafrique se trouvait pour leurs propres intérêts. Moi, on a l'impression qu'il en veut à ses compatriotes, à ceux-là qui ont joué le jeu de l'ennemi, à ceux-là qui se sont présentés comme des complices. Je reviens sur effectivement une autre phrase qu'il a prononcée dans son discours lorsqu'il il affirme que la Centrafrique est devenue, lorsqu'il dénonce, autant pour moi, il dénonce des mots aujourd'hui tels que la corruption, la malgouvernance, les détournements des deniers publics, l'impunité, la division, le tribalisme et surtout l'égoïsme. Il souligne que c'est tous ces mots qui ont fini par faire de la Centrafrique la terre des prédateurs et des mercenaires. Je m'en voudrais Et ces mots, il les attribue certainement à ses compatriotes. Je m'en voudrais de ne pas relever un élément très important dans le magistère du président Archange Touadéra. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il a fait beaucoup de concessions. Avec, d'une part, la signature des accords de Khartoum et ensuite de Bangui, il a accepté une sorte de mettre en place ou de constituer un gouvernement d'union nationale pour préserver quoi? Pour préserver la paix. C'est-à-dire que on lui a imposé, mais c'est même lui, Paris était dans une dynamique, c'est-à-dire, disons, c'est un partenaire entre guillemets de la Centrafrique, était dans une dynamique du jusqu'au-boutisme. Mais lui, il a choisi notre voie, la voie de la réconciliation, la voie de la paix. Ce qui a amené tout le monde, les groupes rebelles, aux accords de Khartoum, que certains n'ont pas beaucoup, la plupart n'ont pas respecté. Ça, il faut le préciser. Que la plupart de ces groupes, chefs de ces groupes rebelles, à travers les chefs, n'ont pas respecté. Et parmi ces chefs rebelles, vous avez celui qui se cache du côté Tchad. Je parlais de François Bozizé. Il a préféré mettre en place sa fameuse coalition des patriotes pour le changement. C'est-à-dire qu'il y a un groupe rebelle qui regroupe qui est un mouvement qui regroupe plusieurs groupes rebelles qui sont financés par Paris, qui sont armés par Paris pour déstabiliser. Vous savez, la Centrafrique, on dit que c'est un État pauvre. Paradoxalement, c'est un pays très riche. Beaucoup de ressources minières, beaucoup de ressources naturelles. Mais la prédation internationale se complaît et se plaît à pêcher en eau trouble. Raison pour laquelle il faut absolument et toujours mettre le désordre dans ce pays. Donc, au travers des accords de Khartoum de Bangui, le président Touadéra a accepté d'aller choisir l'option de la paix et de la réconciliation nationale. Donc, je crois que les documents existent. Maintenant, en ce qui concerne les chantiers dans lesquels c'est engagé, pour revenir à votre question, je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel de mettre en place, de mettre au premier chef les intérêts d'abord collectifs, c'est-à-dire les intérêts de la Centrafrique, et les intérêts du peuple centrafricain.
Voilà. Et en parlant effectivement de cet accord de paix, Albert Anatola ici, le Faustin Archange Touadéra a évoqué cet accord de paix en regrettant que certains groupes rebelles signataires de cet accord n'aient pas respecté les clauses qui y figuraient. Et il a fait une promesse au peuple, celle que tous ceux qui sont accusés d'avoir commis des exactions depuis le début de la crise de 2013 n'échapperont pas à la justice. Et j'aimerais qu'on revienne effectivement sur cette commission qui a été créée, ou encore ce tribunal qui a été créé du côté de la RCA pour juger les crimes commis durant la crise. Je voulais quand même vous rappeler que celui qui a choisi de s'exiler du côté du Tchad fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est savoir François Bozizé. Ça, il faut le savoir. Mais pour préserver la paix, le président Touadéra n'a pas voulu que la justice centrafricaine justement interpelle ces criminels de guerre qui est un pro-français qui roule pour Paris. Ça, il faut le préciser. Il dit bien que M. Bozizé fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il a non seulement il n'a pas été interpellé, il a même été candidat à la dernière élection présidentielle. Il parle de l'élection présidentielle de 2020. Il a été candidat au même titre que les autres, comme celui que j'ai cité tantôt, en essayant de loguer les autres. Donc, je pense que, mais jusque-là, ça n'a pas suffi à ce monsieur de rester tranquille. Il a continué. Pourquoi? Parce qu'il estime que lui, après s'être enrichi au travers des contrats miniers que j'ai convoqués tout à l'heure, qu'il a signé au profit, au travers de la corruption, les contrats miniers qu'il a signés avec plusieurs multinationales européennes, pas seulement françaises. Bon, il faut donc qu'il utilise son trésor de guerre pour déstabiliser la Centrafrique. Parce que lui n'est pas d'accord avec personne. Oui. Vous parlez là de François Bozizé. Oui, il n'est d'accord avec personne. Donc, c'est Paris qui l'a dégagé. Il l'a fait revenir. On rappelle qu'il est venu aussi au pouvoir par coup d'État. C'est ça que je me dis. C'est-à-dire qu'il est venu à deux reprises. Qui a inversé. C'est-à-dire qu'il est venu une première fois, on l'a dégagé. On l'a dégagé. On a pour faire venir Patassé. On a dégagé Patassé pour le faire revenir. Donc moi je pense que il faut qu'à un moment donné, que la dynamique de taux de détermination, de modernisation des institutions démocratiques qui est en cours et qui est portée par le président Touadéra puisse arriver à son aboutissement. Effectivement, effectivement, Anatola, ici, pour que ce processus arrive à son aboutissement, le professeur Touadéra ne peut pas travailler tout seul avec l'équipe qui l'accompagne. Il a besoin de faire aussi avec tous les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Et d'où effectivement cet appel encore dans cette adresse de mardi à l'opposition dite républicaine, de réintégrer le processus d'organisation du dialogue républicain. Je voudrais également vous rappeler sur cette question précise que vous avez plusieurs dynamiques politiques du côté de la Centrafrique. Vous avez des patriotes, comme le professeur Archange Touadéra, c'est un patriote. Les actes qu'il pose nous amènent à penser et à analyser qu'il est patriote. Parce qu'il est d'abord soucieux non seulement de la modernisation des institutions démocratiques des États centrafricains, mais surtout des intérêts vitaux du peuple centrafricain et de la Centrafrique. Mais à côté, il fait face à quoi? Il fait face non seulement aux collaborateurs, il fait face aux France-Africains, c'est-à-dire qui veulent que la France pérennise et perpétue sa présence, le colonialisme en Centrafrique au détriment des intérêts vitaux de la Centrafrique et des Centrafricains. C'est ça qu'il est question. Donc, vous avez comme vous le dites, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez une société civile centrafricaine qui est corrompue parce que c'est financé. C'est financé par Paris. Vous avez des acteurs politiques, des partis politiques qui sont financés par Paris. Mais nous savons, la logique, c'est que c'est celui qui finance, qui ordonne, n'est-ce pas? Mais qui a intérêt à ce qu'il y ait instabilité perpétuelle et permanente du côté de la Centrafrique? C'est ceux qui financent. Qui financent des ONG, qui financent, n'est-ce pas, des partis politiques. C'est-à-dire de l'ingérence. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que je ne sais pas de qu'est-ce qu'on célébrait. Qu'est-ce que la Centrafrique célébrait? Je ne sais pas, c'est pas de l'indépendance. Dès lors que Paris mène des activités à la fois officielles et clandestines,
dans un territoire étranger au nom de l'aide publique au développement, bien au nom de la coopération tutti quanti, non, c'est absolument inacceptable. Dans ce contexte-là, il est pas du tout, de mon point de vue, il ne serait pas facile que la paix, la concorde sollicitée soit vraiment au rendez-vous. C'est important, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, en ce qui concerne les acteurs politiques, vous avez vu leur attitude lorsque, justement, le président Touadéra a créé la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Vous avez vu justement, la levée de boucliers, n'est-ce pas, dont il a fait l'objet. Donc, je parle à la fois de cette fameuse société civile, et qui est désormais le chouchou de Macron sur le territoire africain, dans certains États africains. Vous avez vu cette levée de bouclier au niveau des médias mainstream, n'est-ce pas, notamment RFI. Or, c'était juste la création d'une commission pour la rédaction de la nouvelle constitution qui devait être adoptée par référendum. C'est-à-dire qu'il donne la liberté, justement, au peuple centrafricain de se prononcer sur oui ou non, il faut changer la constitution. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, une constitution qui date de Mathusalem et qui est la copie, presque la copie, n'est-ce pas, de la constitution française. Mais en 2022, qu'est-ce qu'on fait avec une constitution qui date du 19e siècle? Effectivement, d'où donc la thématique de ce matin sur le contexte sociopolitique dans lequel cette fête est célébrée du côté de la RCA. Il y a ce problème du changement de la constitution et qui, met la classe politique en désaccord. Non, ils sont toujours en désaccord. Parce qu'ils sont corrompus par Paris. Je vous ai dit que parmi ces dynamiques, vous avez les patriotes qui pensent que la Centrafrique et les Centrafricains d'abord. Mais vous avez d'autres dynamiques qui pensent qu'il faut se remplir des poches, quitte à sacrifier, à trahir le destin du peuple centrafricain, quitte à se compromettre, ils n'ont rien à cirer. Dès lors qu'ils ont des immeubles, une fortune... Mais le contenu de cette nouvelle constitution, il pose problème? Non, je pense que ça ne devait poser aucun problème. Pourquoi? Dès lors que ça va au référendum, c'est-à-dire qu'on redit la constitution. Je vous ai dit que même à Paris, je ne suis pas sûr que la constitution française date de l'époque de Napoléon. Je crois qu'entre-temps, il y a eu des amendements, des modifications, des ajustements à cette constitution. Et on rappelle quand même que la France est à sa 5e République aussi. Je simplement dire que cette condition est dynamique et qui doit s'adapter au contexte et à la vision que porte le pays par rapport à son émergence, son avenir. Mais c'est quoi le mal? Surtout que lorsqu'on met en place justement un comité de rédaction de cette condition qui est multidisciplinaire. Ce comité ne compte pas que les gens qui sont pro-Touadéra ou bien pro de son parti. Mais c'est un comité multidisciplinaire. Donc, ça ne devrait poser aucun problème. C'est le temps que ce texte sera soumis à un référendum. Ça ne devrait poser aucun problème. Maintenant, vous avez donc les démocrates autoproclamés qui passent par n'est-ce pas, par les 49.3 chez eux pour régler le problème, mais qui vous disent qu'ils sont démocrates, mais alors qu'en Centrafrique, on va suggérer justement, on va demander au peuple de se prononcer par rapport à cette nouvelle constitution. Alors, c'est Paris qui vous dit que je prône la démocratie, la liberté, l'indépendance, vous êtes indépendant, mais c'est mettre de vos histoires, de vos querelles intimes, de vos contradictions internes, il y a un problème. Donc, je crois que la plupart, ceux qui lancent les cris des orfrins, ce sont des gens que Paris finance, ce sont des gens qui sont financés par des ONG françaises. Ce sont des partis politiques qui sont financés par le contribuable français. Attendez, il ne faut pas se leurrer. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut donc la plupart des dirigeants comme Touadéra doivent travailler non pas pour les intérêts de Macron et ses amis en Centrafrique, mais pour les intérêts du peuple centrafricain. En même temps, je voudrais ajouter que avec le nouveau choix stratégique qu'a opéré le président Touadéra, notamment avec l'arrivée des instructeurs du groupe des instructeurs russes que les autres appellent les mercenaires, eh bien, naturellement, tout ce que peut faire, n'est-ce pas, le président Touadéra, tout acte positif qui va dans l'intérêt du peuple centrafricain ne pourra être interprété comme étant antidémocratique. Avec le démantèlement
des bases militaires françaises qui sont en Centrafrique, par le président Touadéra, Paris ne peut que prendre cela comme étant d'insubordination, parce que Paris a toujours été habitué à la subordination des États, de ces ex-colonies. Avec justement le nouveau programme économique qui vise à la transformation des matières premières centrafricaines sur place, ça pose un problème à Paris, Washington, qui sont la Belgique, parce que il s'agit d'un attelage. Il s'agit d'un attelage qui est là depuis des millions, je veux dire, depuis d'un siècle, depuis un demi-siècle, un attelage qui est là en Centrafrique depuis plus d'un demi-siècle, qui exploite la Centrafrique sans aucune vergogne. Vous avez des Centrafricains qui ne sont pas capables de manger 3 repas par jour, mais qui vivent dans un pays riche, qui a de l'uranium, du pétrole, qui a du diamant, qui a des ressources naturelles importantes, mais qui doivent vivre de quoi? De l'aide publique au développement, mais c'est une aberration. Alors, Albert Anatola, ici, puisqu'on va bientôt sortir de ce sujet, j'aimerais qu'on regarde l'autre pan qui a été évoqué dans les discours du président Touadéra, à savoir l'aspect sécuritaire. On sait que cet an 64 de la fête nationale de la RCA se déroule aussi dans un contexte assez tendu, avec notamment ces derniers événements survenus dans la nuit du dimanche à lundi. Cet aéronef qui a survolé le ciel centrafricain, notamment de la ville de Boussangoa, et qui a largué des missiles sur un camp militaire des FACA et des alliés russes, bombardant également par la suite voilà, ces machines de cette usine de coton. Alors aujourd'hui, ce contexte, cet événement renvoie à ce que la question sécuritaire n'est pas encore réglée et qu'elle reste un défi majeur de la classe politique dirigée par le président Touadéra. Non, les événements que vous convoquez viennent s'ajouter à d'autres événements de même nature. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que la Centrafrique a une tradition d'insécurité. D'abord au travers des conflits armés qui contrôlent des pans entiers des territoires, notamment des groupes rebelles, et qui sont alimentés par des individus qui veulent contrôler quelquefois des gisements soit d'uranium, soit du diamant, entre autres de bauxite, parce que la Centrafrique, c'était un scandale géologique extraordinaire. Donc ces événements que vous convoquez arrivent également dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, dans un contexte de, justement de changement de paradigme géopolitique, de nouveaux choix géostratégiques et stratégiques, de départ de certaines forces françaises, notamment la mission de logistique française qui était là-bas, qui est établie là-bas depuis bientôt 9 ans du côté de la Centrafrique, dans le contexte de redéploiement et de la remontée en puissance des forces armées centrafricaines avec l'appui et, n'est-ce pas, d'autres nouveaux partenaires stratégiques, notamment les instructeurs russes qui leur ont doté de nouveaux équipements, ce qui n'était pas le cas avant. Cette affaire-là arrive également dans le contexte justement de l'alignement de la Centrafrique sur la rampe russe, ce qui est vu d'un mauvais œil par Paris. Donc c'est pas anodin. Le contraire aurait pu être surpris. Mais je voudrais quand même vous rappeler qu'avant cela, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État et même d'assassinat, n'est-ce pas, contre le président Touadéra. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs fois, on a arrêté des mercenaires, des mercenaires soit françaises, d'origine française, soit d'autres origines, mais qui travaillent toujours pour la criminalité internationale avec un armement, avec, je veux dire, un matériel militaire conséquent pour faire des sales besoins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être une surprise. Ce qui doit, de notre point de vue, être important, c'est qu'il faut que la Centrafrique se dote d'une armée autonome, opérationnelle. Il ne peut plus compter sur le parapluie sécuritaire ni de la MINUSCA,
parce que nous connaissons les activités de la MINUSCA, de ce côté-là, la MINUSCA, ça fait plusieurs années qu'elle est présente du côté de la Centrafrique, mais il y a toujours les groupes armés, les groupes rebelles, les bandes rebelles montent en puissance à chaque fois et qui sont protégés par quelquefois des dirigeants des pays frontaliers à la Centrafrique, quand ce n'est pas le cas ils ne sont pas par Paris. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour régler cette question sécuritaire, c'est d'abord de se doter d'une armée bien formée, qui est bien outillée, avec peut-être des partenaires en matière de renseignement, parce que chaque État qui aspire à la souveraineté, à l'émergence, doit déjà, de mon point de vue, régler les questions d'ordre sécuritaire. Alors, c'est sur cette note que nous allons certainement fermer cette première thématique. Que dire à cet internaute, Albert Anatola, ici, et qui pense qu'aujourd'hui la RCA devrait copier l'exemple, aller à l'école malienne pour ce qui est de la quête de sa souveraineté? Vous savez pourquoi l'Algérie arrive à l'autonomie qui est la sienne? Ça fait plusieurs années de lutte. Je voudrais quand même vous rappeler que l'Algérie a une tradition du nationalisme. Oui. Parce que vous voyez donc que lorsque Macron s'adresse à l'Algérie avec un narratif condescendant et méprisant comme à son habitude, il voit tout de suite la réaction. Donc, des dirigeants de ce pays-là, parce que les dirigeants algériens ont une tradition de lutte dans le nationalisme. Et avant que l'Algérie arrive à cette autonomie militaire et sécuritaire donc, que vous évoquez, il a d'abord fallu régler ce nombre de questions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'analphabétisation, le taux d'alphabétisation qui est très bas de ce côté-là. Donc, il faut d'abord régler les questions d'alphabétisation, n'est-ce pas, de la jeunesse centrafricaine. Aujourd'hui, c'est vrai que les Centrafricains ont besoin d'être en sécurité, mais les Centrafricains ont comme priorité manger d'abord. Il faut donc que le président Touadéra puisse d'abord régler cette question. Oui. C'est-à-dire faire manger, permettre à ses concitoyens d'avoir au moins 3 repas par jour. Et de leur permettre de ne pas vivre justement, de ne pas être un État qui consomme, c'est-à-dire qui importe ce qu'il doit manger, que ses concitoyens doivent manger, mais qui permet à ses concitoyens de mettre en valeur les vastes terres arables que compte justement la Centrafrique. Et bien évidemment, lorsque cette question est réglée, lorsqu'on parle de la révolution de Mao Tse-tung, mais Mao Tse-tung n'a pas commencé la révolution militaire ou sécuritaire, non. Il a d'abord commencé par la révolution agraire, c'est-à-dire il a permis aux Chinois d'avoir au moins un repas par jour parce que les Chinois mouraient de faim. Et lorsqu'il a réglé cette question, il s'est engagé dans d'autres défis qui portaient dans la refondation de la construction de l'État chinois qui est devenu aujourd'hui un État empire. Je crois qu'il y pense. Il faut justement que dans chaque pays africain, qu'il y ait une autonomie. Parce que le budget en matière de défense est très élevé dans la plupart de nos États. Or, ce budget en matière de défense peut servir à financer des infrastructures socio-économiques, d'autres infrastructures qui peuvent contribuer à régler les problèmes de base des populations. Donc, je crois qu'aujourd'hui, de mon point de vue, la priorité des priorités, c'est d'abord permettre aux Centrafricains d'avoir moins de 3 repas par jour, d'aller à l'école, de se soigner, de se vêtir, de se loger, et ensuite il va s'engager dans d'autres chantiers, comme les chantiers en matière de défense. Ok, alors merci à vous Anatola ici déjà pour cette première thématique. Fidèle téléspectateur, on rappelle que ce matin, on parlait de la République centrafricaine qui a célébré hier le 64e anniversaire de la proclamation de la République. Il y a de cela 64 ans, le père fondateur Barthélemy Boganda faisait donc de l'ex-Ubangui Chari une république nommée République centrafricaine en permettant à ce pays d'être doté d'une hymne nationale, d'une devise et des
institutions. Alors ce matin, on s'est intéressé de près au contexte sociopolitique et même sécuritaire dans lequel cette fête a été célébrée du côté de la RCA. On est également revenu sur cette adresse à la nation de mardi du président Faustin Archange Touadéra à l'endroit de ses compatriotes. Président Touadéra a mis en exergue deux éléments fondamentaux, à savoir la paix et la sécurité, appelant ses compatriotes à préserver les intérêts de l'État centrafricain. Alors, place à présent à la deuxième thématique, celle qui nous intéresse ce vendredi matin, nous amène du côté des États-Unis et du Cameroun pour parler de cette décision de justice prise du côté du Minnesota où 3 Américains d'origine camerounaise ont été inculpés. Alors, ils sont accusés d'avoir levé des fonds pour l'achat d'armes et de matériel de fabrication de bombes à destination des groupes séparatistes qui opèrent dans les régions anglophones en crise du Cameroun. La somme est estimée à 350 000 $ et cet argent émanerait des dons collectés depuis les États-Unis et même d'autres pays. On rappelle qu'il est également reproché à ces 3 individus d'avoir commandité, d'avoir soutenu des enlèvements, car l'argent collecté à l'issue de ces dons est également destiné aux combattants pour des rançons. Alors, c'est avec vous, Anatole, ici, une fois de plus, qu'on va parler de cette thématique. Alors, on peut parler de bonnes nouvelles pour ce qui est des relations entre le Cameroun et les États-Unis. On sait que les relations entre ces deux pays ont été tendues depuis un certain temps. Alors, on peut quand même, cette fois-ci, dire que les États-Unis ont répondu à la même tendue du Cameroun qui appelle les nations qui abritent les sécessionnistes à l'aider à mettre un terme à ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest en inculpant ou encore en mettant en lumière ceux-là qui agissent dans l'ombre pour financer ce groupe séparatiste au Cameroun. Il faut demander si c'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est des relations entre le Cameroun et les États-Unis, on sait que ces relations ont été tendues. Je vais vous décevoir, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous les panafricanistes. Lorsque les Yankees, comme je les appelle, ils ont l'habitude de la diversion. Il faut toujours se méfier lorsqu'ils vous donnent l'impression qu'ils vous caressent, qu'ils satisfont à certains de vos désidérateurs. Je voudrais pour conforter mon propos, convoquer 2 éléments factuels. Le premier élément factuel, c'est que la crise socio-sécuritaire, sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun date de 2016. Avec le soutien très actif de la diplomatie américaine. C'est-à-dire la plupart, n'est-ce pas, des ambassadeurs américains qui ont été accrédités à Yaoundé ont toujours milité, sont toujours ingérés dans nos affaires et ont toujours voulu imposer au gouvernement camerounais un modèle politique qu'il faudra appliquer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en violation de notre droit de souveraineté. Et la plupart de ces ambassadeurs, comme celui qui est là maintenant, celui qui est homosexuel là, ils ont toujours organisé des messes nocturnes avec des dynamiques de déstabilisation, je veux dire les acteurs des dynamiques de déstabilisation de notre pays. Ils les ont financés, c'est faut le dire, parce que le matériel militaire qui est utilisé par les sécessionnistes est très souvent acheté en Washington. Mais comme on dit, comment est-ce que le matériel militaire acheté à Washington peut se retrouver, n'est-ce pas, en territoire camerounais, s'il n'y a pas de complicité. Donc, pourquoi maintenant? Parce que, il me semble, si mes souvenirs c'était également exact, cet appel à demander à ce que ceux qui financent, ou d'une certaine manière, portent les dynamiques de déstabilisation du côté du nord ou du sud-ouest,
ce discours qui a été prononcé dans ce sens par le président de la République date d'il y a 2 ans. Si mes souvenirs sont exacts. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Je dis bien si mes souvenirs sont exacts. Nous sommes en 2022. Dans ce contexte-là, je suis moins enthousiaste que beaucoup de Camerounais qui pensent qu'il faut se réjouir de ce que ces Américains d'origine camerounaise aient été condamnés pour des actes de complicité de terrorisme au Cameroun. Puisque d'autres figures de proue de cette affaire-là, ils sont toujours en territoire américain et continuent justement de faire de l'activisme, de lever des fonds pour financer justement l'insécurité, le terrorisme au nord-ouest et au sud-est, en détruisant les infrastructures civiles, violant, tuant les élèves, les militaires ainsi que les enfants. Donc, brûlant les écoles, les hôpitaux, détruisant les routes. C'est ça qui est important de faire. Et il faut quand même vous indiquer que vous avez la CIA qui est au Cameroun, qui est dans vous avez les agents de la CIA qui sont dans ces zones-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, que les Yankees, encore que ce n'est pas de leur fait, il a fallu que cette affaire-là soit portée par certains compatriotes qui en ont marre des activités des personnes qui étaient hier des Camerounais, mais qui ont une autre nationalité, la nationalité américaine, mais qui continuent de financer l'insécurité chez nous. Vous en avez qui sont en Norvège, vous en avez qui sont au Canada, vous en avez qui sont en Grande-Bretagne. Alors, ici, vous précisez que du côté des Cameroun, on ne doit pas se réjouir de cette collaboration avec Washington. Alors, selon les informations relatives à cette actualité, les fonds émaneraient des collectes d'argent qui ont été faites depuis les États-Unis et d'autres pays. Vous ne m'avez pas laissé terminer mon propos. Je suis en train de vouloir vous dire que vous avez... Comment cet argent fait pour se retrouver dans les poches des terroristes, oui. Dans un pays hyper sécurisé, un État hyper sécurisé, on contrôle tout, comme les États-Unis. Mais comment cet argent fait pour ne pas être tracé? Il y a un problème. On précise bien que l'argent émanerait des dons, des collectes qui certainement... Non, aux États-Unis, quand vous posez une action, les services spécialistes, c'est-à-dire le FBI, voudrait connaître, je veux dire, la pertinence ou bien la destination du don que vous offrez. Et à qui? Parce que les personnes sont informellement identifiées et ils tracent. Oui. Et je vous ai tout à l'heure indiqué que la crise de sécurité dans les régions du nord et du sud-ouest du Cameroun date de 2016. Nous sommes rendus en 2022, c'est-à-dire 6 ans après. Bon, vous voulez que je me réjouisse de ce que deux tendus impayés ont été condamnés par la justice américaine, par les soins, n'est-ce pas, des diligences engagées par des compatriotes camerounais qui sont de ce côté-là? Non, je ne peux pas me réjouir de ça parce que c'est du menu prêtant. C'est un peu comme vous avez une bande de 100 individus qui a perpétré contre vous, n'est-ce pas, des voies de fait, et qu'on n'est qu'en arrêté que 2 sur 100, et que ça devrait vous réjouir. Non, ça ne me fait pas me réjouir. Alors, parce que c'est du menu flétant au regard des conséquences, et bien des conséquences, justement, de ces actes terroristes, d'abord sur des populations civiles, sur des enfants, sur des infrastructures scolaires, sur des femmes violées, décapitées. Nous en avons vu les images souvent circuler. Vous avez il y a des personnes sans aucune défense qui sont prises en otage, quelquefois des vieilles personnes, qu'on soupçonne d'intelligence avec les forces de défense et de sécurité. Non, je pense qu'il y a mieux que ça. Je ne peux pas me réjouir de cela. On ne peut pas vous réjouir, mais est-ce qu'effectivement, mais on sait que c'était le désir du président Paul Biya d'avoir l'aide de ces pays-là, ou encore l'implication de ces pays-là dans l'arrestation de ceux qui financent la crise séparatiste dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'aimerais qu'on revienne précisément sur ce pan de son discours où il avait affirmé, je cite, « J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes s'ils se soucient réellement de la situation des populations du nord-ouest et du sud-ouest
qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école et les citoyens de vaguer tranquillement à leurs occupations. Alors, le président Paul Biya avait demandé à ces nations-là de traquer ces personnes qui n'ont plus la nationalité camerounaise mais qui sont impliquées dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, selon vous, pourquoi ne pas saluer cet acte des États-Unis, puisque cela émane de la volonté du président Paul Biya? Non, je veux dire que ce n'est pas ça qu'il faut que nous attendons. Des États-Unis? Non, nous serons attendus à ce qu'ils soient extradés. Ah, extradés du côté du Cameroun, vers le Cameroun. Non, mais comment seront-ils extradés lorsqu'effectivement ils ont en eux la possession de la nationalité américaine, mais sont juste... Nous avons souvent vu les Américains agir différemment. Parce que le président Paul Biya a bien rappelé que beaucoup n'ont plus la nationalité camerounaise. Je tiens de vous dire que nous avons souvent vu les Américains agir différemment. C'est-à-dire que lorsque un citoyen d'origine étrangère, même s'il a acquis la nationalité américaine, commet des actes ou est compris des actes terroristes, il est extradé vers son pays d'origine. Ils l'ont souvent fait. Mais pourquoi? Je voudrais quand même vous faire observer qu'il y a un peu plus d'un an, je pense, il y a près d'une centaine de Camerounais qui devaient être extradés. Mais qui avait bloqué cette affaire-là? Je crois que c'est Biden qui a bloqué. Parce que sous Trump, il était question de les extrader. Ceux qui jouaient à la fois un rôle actif ou passif, qui avaient certaines responsabilités dans la collecte et dans le soutien des terroristes qui commettent des exactions graves, qui portent atteinte aux droits humains du côté du nord et du sud. Il était question de les extrader sous Trump, je pense. Mais c'est quand Biden arrive qui fait le cas de fer, il annonce cela. Okay, je pense que la solution la plus radicale aurait consisté, parce que moi je suis souvent dans les solutions extrêmes pour des actes extrêmes. C'est-à-dire qu'il devrait être extradé pour que la justice camerounaise s'en charge. Alors, Albert Anatola, ici, permettez-nous de passer la parole également à Serge Anthony Onguéné. Je rappelle qu'il est coordonnateur de la jeunesse républicaine du Cameroun. Il a souhaité également donner son avis sur ce sujet, à savoir cette décision de justice qui a été prise du côté des États-Unis à l'égard de ces 3 ressortissants camerounais ou encore ces 3 Américains d'origine camerounaise. Alors, nous allons lui passer la parole si du côté de la réalisation on nous annonce que tout est fin prêt. Soutien et promoteur du terrorisme au Cameroun sous la chapelle dites ambazoniennes qui ont été arrêtées aux États-Unis. Nous devons situer la question à 2 niveaux. La première, c'est désormais la collaboration des États à travers une diplomatie silencieuse qui avait été évoquée par le président de la République lors du grand dialogue national en 2019. Et sortant de cette situation, nous avons le fait que un pays comme les États-Unis ne saurait admettre que ses concitoyens, étant donné que ces Camerounais d'origine ont acquis la nationalité américaine, seraient engagés dans de telles activités. Vu que le terrorisme est condamné dans la Charte des Nations Unies et par le droit international et même le droit national dans tous les États de l'UN, il revient naturellement pour la communauté camerounaise que nous sommes, les leaders d'opinion que nous sommes, de saluer cette avancée dans la résolution de la crise dite anglophone. Mais déjà, je dois ici tirer un coup de chapeau au barrister Chalaï
qui est à l'origine de tout ce qui se passe aux États-Unis, étant donné que c'est lui qui monte non seulement les dossiers et les plaintes, naturellement de concert avec l'État du Cameroun. Vous observerez que ces inculpations et ces condamnations traduisent une nouvelle orientation Voilà, en tout cas, merci à vous, Serge Onguéné, pour cette intervention ce matin. Alors, Albert Anatola, ici, vous avez suivi l'intervention de ce Camerounais et qui, lui, salue la collaboration des États à travers une diplomatie qui qualifie de silencieuse ayant abouti, voilà, à l'arrestation de ces 3 Camerounais. Il est également revenu sur la contribution de cet avocat camerounais au barrister Chalane qui travaille beaucoup dans ce dossier-là, notamment ces financeurs de la crise anglophone qui se trouvent du côté des États-Unis. Je maintiens ce que j'ai dit, Michel. Savoir que la condamnation de 2 tondus impellés du côté des États-Unis par la justice américaine ne peut pas me réjouir parce que ce n'est pas l'exécutif américain qui a engagé cette action de son initiative. Je l'ai dit avant que lui il le répète, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une nation qui a été engagée par certains compatriotes de ce côté-là. Donc ça ne peut pas me réjouir. Les États-Unis ne l'ont pas fait leur propre initiative. Donc ça ne peut pas me réjouir. Il faut pas être enthousiaste sur les questions aussi sérieuses. Et si les États-Unis peuvent véritablement sont en accord avec les idératas exprimés par le président de la République dans l'optique d'aider le Cameroun à lutter contre les ennemis du Cameroun, ceux qui commettent des exactions, notamment du côté du nord-ouest, du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun, de l'extérieur, il faudrait tout simplement les mettre à disposition de la justice camerounaise, c'est-à-dire en les extradant tout simplement. C'est comme ça que la justice américaine fonctionne. C'est-à-dire que lorsque lorsque la justice américaine a maille à partir avec un citoyen quelconque qui a perpétré des actes terroristes en territoire américain, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la justice de notre pays qui le juge. C'est la justice américaine qui juge ces terroristes-là parce qu'il est salé. C'est ce que dit cette justice-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est du manifeste. Ça peut être, on peut considérer cela comme étant un épée dans l'eau, mais il y a mieux. Parce que les véritables acteurs, les têtes de cette histoire-là, ils sont toujours aux États-Unis, ils la coulent douce, ils roulent carrosse, ils se baladent, ils mangent dans les grands restaurants, dans les restaurants de luxe, ils sont en Norvège, ils sont en Allemagne pour certains, ils sont en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Donc il ne faut pas qu'on nous enfume. Je vous ai dit, moi, avec les Yankees, il faut être très prudent avec les Yankees. Et en plus, nous sommes dans le contexte de non-alignement que le Cameroun est en train d'assumer, notamment en ce qui concerne la crise ukrainienne. Le Cameroun assume pleinement, justement, en dépit des pressions américaines, justement, sur cette question. Oui. Le Cameroun assume son non-alignement sur la question ukrainienne parce qu'il ne faut pas que une certaine posture géopolitique ne soit dictée par Washington ou bien Paris parce qu'ils ont leurs objectifs, ils ont leurs intérêts. Non. Nous savons que nous avons des accords de coopération avec les États-Unis. Ça ne devrait pas, de mon point de vue, ces accords de coopération, notamment en matière de défense, ne devraient pas impacter nos souverainetés. Notamment en ce qui concerne la posture que le Cameroun ou le gouvernement camerounais prend sur ces quelques questions du point de vue international. Merci Anatola ici pour votre contribution à cette deuxième thématique. On rappelle qu'on s'intéressait à ce qui s'est passé du côté des États-Unis où 3 Américains d'origine camerounaise ont été accusés d'avoir contribué au financement des groupes séparatistes présents dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophone en crise. Ces 3 Américains résidaient dans 3 États différents, à
savoir le Missouri, le Minnesota et New York. Ils ont été arrêtés par le FBI. Ils sont accusés donc par un grand jury du Missouri pour association de malfaiteurs en vue de fournir un soutien matériel à des enlèvements et à l'usage d'armes de destruction massive dans un pays étranger. Ce pays étranger qui n'est autre que le Cameroun. Et selon vous, Anatole, ici, vous aurez souhaité que la justice américaine livre ces personnes au Cameroun afin qu'elles soient jugées par le droit camerounais. Voilà, on va passer à autre chose puisque nous allons déjà vers la fin de ce programme. Nous allons parler de culture avec celle qui est en charge de cela, à savoir Queen. Et elle nous a déjà rejoint sur ce plateau. Nous revenons vers elle juste après ceci. La culture ce matin, c'est avec Queen. Bonjour. Bonjour Zélie, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs et surtout bon vendredi à vous qui vous rendez peut-être dans quelques instants vers les mosquées et bien sûr à tous ceux qui potentiellement sont endeuillés. Je vous souhaite également beaucoup de courage en cette journée. Alors ce matin, vous nous faites savoir que l'affiche 2020 du FESPACO 2023, autant pour moi, ce festival qui promeut le cinéma africain est prête. Effectivement, on connaît donc désormais les dates du prochain FESPACO, le Festival panafricain du film. Et vous avez donc en image simplement l'affiche ou du moins le visuel officiel de cette 28e édition du Festival panafricain du cinéma, le FESPACO, qui aura lieu du 25 février au 4 mars 2023 et a été dévoilé à la presse hier jeudi. On était bien sûr le 1er décembre à Ouagadougou. La délégation générale du festival qui a assuré que les préparatifs vont bon train et a informé d'ailleurs que 1142 films ont été inscrits pour cette présente édition avec notamment 84 films burkinabés. Donc la 28e édition du FESPACO qui est un grand rendez-vous, si ce n'est le plus grand rendez-vous du film au sud du Sahara et qui promeut donc le cinéma africain et particulièrement le cinéma au sud du Sahara avec tous les combats qu'il y a à mener. Alors quant au visuel de ce 28e festival, il faut dire qu'il présente une Amazone nigérienne du nom de Sarawina, une reine en Haoussa, qui présente une figure populaire dans la boucle du Niger, globalement, exaltant donc sa résistance contre les Français, selon le concepteur de l'affiche, El Marteau, qui d'ailleurs à travers cette figure légendaire de Sarawina, le visuel qui s'inscrit donc dans la dynamique du thème du festival cette année, et il n'y aura pas de FESPACO au rabais. Voilà, c'est clairement le combat qui sera mené durant ce grand rendez-vous qui se veut désormais une plateforme, non seulement cinématographique, mais également de revendication, parce que effectivement dans le cinéma, puisque toute forme, toutes les variantes de cinéma sont acceptées, que ce soit film documentaire, et justement il est à travers ces différents courts-métrages ou longs-métrages des combats qui sont menés. Effectivement, donc c'est des messages, c'est des thématiques parfois très politiques qui sont évoquées lors de ces rendez-vous, et au fil des années, ça tend encore à grandir et à prendre davantage d'intérêt de la part des différents pays, et on connaît aujourd'hui l'actualité, et il va sans dire que pour l'édition 2023, le Mali, le Burkina Faso particulièrement concernés, donc auront des films qui s'annoncent en tout cas des plus titillants compte tenu de l'actualité de ce côté-là. Voilà. Alors Queen, on parle aussi de gastronomie ce matin avec vous, notamment de ces gâteaux particuliers qui font le buzz, car ils ont des motifs africains, et vous nous faites savoir qu'il s'agit d'une idée originale d'une dame lassée des formats classiques de gâteaux qu'on nous a souvent présentés. Effectivement, elle fait énormément parler d'elle, non seulement du fait que ce soit une reconversion professionnelle, une jeune informaticienne de 40 ans, vous l'avez d'ailleurs en image, informaticienne, maman de 4 enfants, qui s'est dit qu'elle était lassée finalement d'avoir ces cakes avec des petites princesses, Cendrillon et bien d'autres, et qui s'est dit, eh bien, je vais m'essayer également à une forme de pâtisserie qui ma foi, rend hommage, ou du moins représente
ou est une image finalement qui parle davantage à mes enfants compte tenu d'où est-ce qu'on vient. Voilà, donc vous avez en image des gâteaux, notamment avec des motifs pagne parfois. Vous pouvez aller du kori doré ou encore du kente en passant par le wax. Bref, ce sont tout y passe. Ça fait donc une richesse de créativité. Vous y voyez même des koris. Et je rappelle que tout cela est mangeable. Tout cela est mangeable. Comment elle y arrive? En tout cas, à la force de la volonté. On est vendredi et peut-être d'aucuns auront des anniversaires et bien d'autres. Il n'est pas tard finalement, pourquoi pas, pour les pâtissières et autres pâtissiers de pouvoir prendre de la graine et s'inspirer de ces belles pâtisseries. C'est vrai que même à l'œil, c'est joli, ça donne envie. Ça donne envie, effectivement. Donc voilà, une idée qui a germé comme ça et qui fait qu'aujourd'hui, elle fait énormément parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Nafine Diaye. Elle est originaire du Sénégal et elle vit notamment en France. Voilà, donc et il faut dire que c'est une idée originale et qui plaît également de l'autre côté, puisqu'elle raconte dans l'entretien qu'elle a accordé et qu'elle continue d'accorder d'ailleurs à des médias, puisqu'elle est au centre d'attention, que dans sa clientèle, il n'est pas que des Africains d'ailleurs qui sont friands de ces pâtisseries, et qu'à chaque fois donc elle doit vendre ses pâtisseries, il est question de raconter également ce qu'elle y représente, quant à dire pourquoi, qu'est-ce que ça représente un kori chez nous en Afrique, qu'est-ce que ça représente ce motif graphique qui rappelle l'Égypte antique. Bref, ça peut sembler assez surprenant, c'est assez atypique, mais finalement, même avec la pâtisserie, on peut finalement mener son combat panafricain. La pâtisserie aussi peut mener son combat panafricain. C'est d'ailleurs ce qu'on retient ce matin dans notre page culturelle. Merci à vous, Queen. On espère vous retrouver lundi après un bon week-end. Effectivement. Bon week-end à vous également, bon week-end à vous, monsieur, et bon week-end à tous nos téléspectateurs. Alors, bon retour sur ce plateau. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez votre matinale informative sur Foyer Média Africa. Alors, on parlait du deuxième thème qui nous intéresse ce matin, notamment cette information qui nous vient des États-Unis. Ces 3 Américains d'origine camerounaise qui ont donc été inculpés par la justice américaine car accusés de financer des actes terroristes du côté du Cameroun. Alors, votre mot pour la fin en ce qui concerne cette thématique, Albert Anatole? Mon mot pour la fin, c'est que, comme je vous l'ai dit tantôt, je précise, j'insiste à dire que ce n'est pas satisfaisant. Pour faire complet par rapport à cette thématique, je voudrais vous rappeler qu'il y a 3 ans, le gouvernement camerounais a émis un mandat d'arrêt international contre ces individus, ces compatriotes camerounais qui la nationalité qui est norvégienne, qui est américaine, depuis 3 ans. Et on s'attendait à ce que justement cette tête de poule soit extradée, soit justement happée par le FBI, par exemple, comme c'est le cas, nous parlons des États-Unis, mais que non. Donc les 3, comme je dis, les 2 tondus, et un Pelé qui ont été condamnés par la justice américaine, ce n'est pas le fait n'est-ce pas, du gouvernement américain, non, c'est le fait de certains compatriotes de ce côté-là qui sont allés happer des petits poissons. Qui sont un peu les travailleurs, oui, mais sauf qu'ils sont connus. Il faut que les têtes de proue. Vous avez des Ayabacho qui se la coule douce. Vous avez, je crois que c'est John Barretta, je ne sais pas comment ils s'appellent ces gens-là. Bon, bref. Je pense que pour faire sérieux, si les États-Unis sont sérieux, puisque en tout cas nous savons qu'ils n'ont jamais été sérieux, donc s'ils veulent montrer pour une fois au gouvernement camerounais qu'ils sont sérieux, qu'ils extradent les têtes de proue, les gros poissons, qui font des levées de fonds en territoire américain pour acheter des armes en territoire américain, pour les expédier en territoire camerounais. Mais il ne faut pas me dire qu'ils ne sont pas capables de tracer, n'est-ce pas, cette opération-là, ce qui est faux. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce que c'est lui et ceux qui portent la déstabilisation, le désordre que nous vivons du côté, que nous vivons actuellement du côté du nord ou du sud, qui se cache derrière. George Soros. Nous connaissons qui est George Soros. Le monsieur qui est le fondateur de la Open Society, qui a toujours financé des activités
criminels hors des frontières américaines, notamment sur le continent africain. Raison pour laquelle il ne faut pas appeler l'été de pro, parce que si on appelle l'été de pro, le nom, justement, il y a beaucoup de choses qui seront dehors et ça ne va pas du tout plaire à la diplomatie américaine. C'est la réalité. Alors, merci. C'est cette note d'ailleurs que nous mettons un terme à ce programme de Foyou Matin. Merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis depuis lundi. Merci également à vous, Albert Anatola. Écoutez, ce fut un plaisir. Je viens de lire sur les réseaux sociaux l'information sur laquelle Saleh John serait décédé. C'est qui est faux. Il n'est pas décédé. Donc, les gens cessent de s'amuser avec, n'est-ce pas, la réputation et la notoriété, justement, des papas, comme celui-là. Alors, fidèles téléspectateurs, nouvelle leçon en compagnie de nos programmes qui restent en continu. Nous remercions l'équipe technique qui nous a accompagnés depuis lundi.